Copenhague, novembre 1942. Un officier allemand emprunte un chemin familier. Il l'a parcouru des centaines de fois. Il connaît chaque coin, chaque porte, chaque visage de cette rue. Il n'est pas imprudent. Il ignore simplement que le problème a déjà été résolu, non pas par un tireur embusqué sur un toit, ni par une bombe placée sous la route, mais par un dispositif caché dans la manche d'un manteau, long de 355 mm et pesant moins qu'une tasse de café pleine. Il n'entend rien. Les gens autour de lui n'entendent rien. Le seul bruit est de 73 décibels, impossible à distinguer de la porte d'une voiture qui se ferme dans la rue voisine. Il est sur les pavés avant que quiconque ne comprenne ce qui s'est passé. Son assassin est déjà à 3 rues de là. Et à Londres, les ingénieurs qui ont rendu cela possible s'étaient vu dire, 6 mois plus tôt, que ce qu'ils tentaient était physiquement impossible. En 1941, le Special Operations Executive était confronté à un problème logistique précis. Le SOE avait été chargé d'organiser des réseaux de résistance à travers l'Europe occupée, avec des agents infiltrés en France, au Danemark, en Norvège et aux Pays-Bas. Mais il restait une lacune critique dans la panoplie opérationnelle. Lorsqu'un agent devait éliminer une cible en silence, toutes les options disponibles échouaient pour des raisons mesurables. Les armes blanches nécessitaient un contact physique à moins de 0,5 mètres. L'étranglement exigeait un effort soutenu de 15 à 30 secondes dans des conditions rarement contrôlables. Le poison introduisait un timing imprévisible et un effet peu fiable. Les armes à feu étaient sa seule option fiable, mais elles étaient catastrophiquement bruyantes. La meilleure arme silencieuse dont disposait le SOE en 1941 était le pistolet mitrailleur Sten, qui produisait 130 décibels, soit l'équivalent d'un marteau-piqueur, audible à travers les murs et identifiable comme un coup de feu, par toute oreille entraîné dans un rayon de 50 mètres. Un Walther PPK silencieux atteignait 115 décibels, ce qui était encore clairement audible de l'autre côté de la rue, à travers un seul mur intérieur. Il fallait une arme à feu capable de neutraliser une cible à courte distance, tout en produisant un son indiscernable du bruit ambiant urbain, sans signature mécanique ni craquement supersonique. Cette tâche a été confiée à l'Inter-Service Research Bureau, officiellement désigné sous le nom de Station 9, à Welwyn Garden City, au nord de Londres. L'ingénieur en chef était le major Hugh Reeves. 3 problèmes distincts devaient être résolus avant de pouvoir mettre au point une arme fonctionnelle. Premièrement, les munitions standards de 9 mm voyagent à 350 mètres par seconde, soit une vitesse supérieure à celle du son, 343 mètres par seconde au niveau de la mer, produisant un craquement supersonique, indépendamment du confinement des gaz. Deuxièmement, les mécanismes semi-automatiques génèrent environ 90 décibels de bruit mécanique, indépendamment de la décharge elle-même. Troisièmement, les gaz propulseurs s'échappant de la bouche du canon produisent la signature acoustique principale de toute arme à feu. L'élimination de 2 des 3 sources permettrait d'obtenir une arme simplement plus silencieuse. Reeves exigeait que les 3 soient éliminés simultanément, une combinaison qu'aucune arme à feu existante n'avait jamais réalisée dans des conditions de combat viables. Reeves s'est d'abord attaqué aux munitions. Il a réduit la charge propulsive des cartouches standards de 9 mm, ramenant la vitesse initiale à 290 mètres par seconde, soit en dessous du seuil sonique. Le compromis était l'énergie terminale à distance, acceptée telle que calculée. L'arme n'était pas conçue pour la distance. Il a ensuite éliminé complètement le mécanisme de cycle avec un système à verrou. Une poignée molletée tournait et se retirait pour extraire la douille usagée, puis poussait vers l'avant pour charger la cartouche suivante. La cadence de tir est tombée à une balle toutes les 3 à 4 secondes, ce qui ne constituait pas une limitation pour une arme conçue pour une seule application à une distance minimale. La troisième solution était la plus originale sur le plan structurel. Le silencieux n'était pas un accessoire, c'était l'arme elle-même.
Les 235 mm avant des 355 mm du Welrod étaient entièrement constitués d'une série de disques métalliques et de raclettes en caoutchouc logés dans un corps extérieur cylindrique. Les gaz propulseurs pénétraient dans la pile et se dilataient progressivement à travers plusieurs chambres, chacune réduisant la pression et la température avant la suivante. Un pistolet standard de 9 mm produit 160 décibels, ce qui est suffisant pour causer des dommages auditifs permanents immédiats. Le Welrod produisait 73 décibels. À 10 mètres, le bruit ambiant dans les villes occupées dépassait systématiquement ce chiffre. La poignée abritait un chargeur de 6 cartouches porté à 8 dans les versions ultérieures. Poids chargé, 680 grammes. Une complication a menacé le programme avant son déploiement. Les raclettes en caoutchouc qui scellaient chaque disque déflecteur se dégradaient à l'usage. Les performances acoustiques se détérioraient de manière mesurable après environ 12 à 15 cartouches. Chaque Welrod avait une durée de vie opérationnelle limitée et les calendriers de production ont été comprimés en conséquence afin de garantir un approvisionnement adéquat sur le terrain. La distribution a commencé au début de 1943, après une évaluation dans le centre de formation du SOE près d'Arizegh, en Écosse. Le maquis français a reçu des Welrod par des largages clandestins pour ce que le SOE appelait des actions exécutives, c'est-à-dire l'élimination d'individus compromettant directement les réseaux de résistance actifs. Une opération documentée à Paris à la fin de 1943 a utilisé cette arme à l'intérieur d'un espace commercial fermé. Les personnes présentes dans la pièce n'ont pas pu identifier ce qu'elles avaient entendu comme étant un coup de feu. Une limitation spécifique est immédiatement apparue lors des évaluations sur le terrain. Au-delà de 20 mètres, le système de visée fixe minimal produisait des tirs irréguliers. À moins de 7 mètres, la précision n'était pas une variable pertinente. L'arme fonctionnait avec précision dans les limites prévues, mais n'offrait aucune performance fiable en dehors de celle-ci. Danemark, 1943 à 1945. L'organisation de résistance Holger Danske a utilisé des Welrods contre des membres du Hippo-Corps opérant sous la direction allemande et des informateurs de la Gestapo, dont les activités avaient compromis des cellules de résistance active. Lors d'une opération documentée à Copenhague, un responsable chargé de détruire 2 cellules a été neutralisé en plein jour dans une rue publique. Des témoins ont décrit un bruit non identifié. Aucun tireur n'a été localisé. Norvège, 1943. L'arme a été utilisée pour éliminer des sentinelles pendant les phases d'approche de sabotage. Les opérations liées à la campagne de l'eau lourde de Vemork à Telemark dépendaient de l'élimination de gardes individuels sans déclencher d'alerte de patrouille. Une sentinelle éliminée silencieusement donnait aux équipes de démolition quelques minutes avant que son absence ne soit remarquée. Si vous trouvez cette analyse utile, un abonnement permet de maintenir cette chaîne en activité. Revenons maintenant au Welrod. France, automne 1944. Les opérations par temps froid ont révélé une limitation mesurable. La charge propulsive, réduite, offrait une pénétration insuffisante à travers les lourds manteaux militaires d'hiver au-delà de 7 mètres. Plusieurs rapports post-opérationnels l'ont officiellement consigné. L'arme n'a pas été retirée, mais les directives d'entraînement ont été modifiées. La distance minimale d'engagement est devenue un paramètre opérationnel non négociable communiqué à toutes les unités destinataires. Les armes allemandes silencieuses de la même période représentaient une philosophie d'ingénierie différente. La Wehrmacht avait accès à des pistolets, Walther PPK, équipés de silencieux produisant 115 décibels, ce qui permettait de réduire le bruit des gaz propulseurs tout en laissant le cycle semi-automatique entièrement audible. Le développement des silencieux allemands était orienté vers la réduction de la signature positionnelle des tireurs d'élite et non vers la rendre inaudible pour les personnes se trouvant à proximité. Les Américains ont développé le High Standard H-DM, un pistolet silencieux de calibre 22
Long Rifle fournit à l'OSS qui atteignait environ 90 décibels. Les rapports de terrain ont systématiquement noté que les balles de calibre 22 nécessitaient plusieurs tirs à travers des vêtements divers superposés pour obtenir un effet fiable. La comparaison est directe. Welrod 9 mm subsonique 73 décibels. H DM calibre 22 90 décibels. PPK allemand. À silencieux 9 mm standard 115 décibels. Les services de renseignement militaires allemands ont récupéré au moins 3 Welrod pendant la période d'occupation. L'analyse technique du Heersamt a noté que la conception du déflecteur intégré était plus efficace que tout équivalent allemand contemporain. Aucun équivalent allemand direct n'a été développé, non pas par incapacité technique, mais par orientation doctrinale. Les priorités d'acquisition de la Wehrmacht étaient structurées autour de systèmes de combat conventionnels à grande échelle. Un outil de retrait secret spécialement conçu ne cadrait pas avec ce cadre, et les ressources de production disponibles étaient affectées à d'autres fins. Les estimations de production varient entre 2800 et 14 000 unités, cette variance étant le résultat direct d'un obscurcissement délibéré du programme. Les numéros de série ont été répartis sur des plages non séquentielles afin d'empêcher le comptage des chiffres de production réels. La plupart des documents ont été détruits à la fin du programme. Après la guerre, l'arme a continué à être utilisée. Les unités d'opération spéciales britanniques ont utilisé des Welrod pendant l'état d'urgence en Malaisie de 1948 à 1960. Les opérations israéliennes de la fin des années 1940 et des années 1950 constituent le seul contexte d'après-guerre officiellement reconnu par un gouvernement. Le principe de conception centrale du Welrod, à savoir l'intégration du silencieux dans la structure de l'arme, est devenu l'approche fondamentale pour les armes silencieuses spécialement conçues, développées au cours des décennies suivantes. Le L-34 A, un Sterling britannique, développé dans les années 1960 pour des unités telles que le Special Air Service, intégrait un silencieux intégré directement issu des principes du programme Welrod. La Bundeswehr ouest-allemande a étudié la conception du déflecteur Welrod comme référence technique lors du développement de capacités d'opération spéciales dans le cadre de l'OTAN dans les années 1950. Moins de 200 exemplaires confirmés subsistent aujourd'hui dans les collections institutionnelles, principalement conservées par les Royal Armoury à Leeds et l'Imperial War Museum à Londres. Copenhague, novembre 1942. L'officier sur les pavés, le bruit d'une portière de voiture, déjà perdu dans la rue. Le Welrod fonctionnait parce que le problème acoustique avait été correctement défini avant le début de la conception. Reeves n'a pas cherché à rendre un pistolet plus silencieux. Il a construit un silencieux et y a placé un pistolet. Cette seule décision structurelle a déterminé tout ce qui a suivi. C'était la réponse technique à une question tactique que personne d'autre n'avait correctement formulée. Et c'est pourquoi le Welrod est resté en service actif pendant plus de 50 ans après la guerre qu'il avait été conçu pour aider à gagner.